Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que ton esprit ne te laisse jamais de repos. Peut-être que tu te sens épuisé de lutter en permanence contre tes pensées et que tu attends désespérément cette recette magique qui calmera enfin ton anxiété. Si c'est bien ton cas, bienvenue, ravi de t'accueillir par ici, tu es au bon endroit et je sais exactement ce que tu traverses. Non pas parce que j'ai lu des théories dans des livres, mais parce que j'ai dû apprendre très tôt à vivre avec des angoisses très profondes. Mes premiers tocs sont apparus à l'âge de 8 ans et j'ai dû traverser 2 dépressions majeures qui m'ont mise plus bas que terre. Donc si je te partage des conseils aujourd'hui, c'est pas pour te donner des leçons, mais c'est simplement parce que ces outils sont vraiment rentrés dans mes routines, dans mes habitudes au quotidien depuis des années. C'est ce que j'appelle ma boîte de survie. Et j'ai vraiment aucun doute de leur efficacité. Donc ici, on va pas parler de magie, on va parler de ce qui marche vraiment si tu pratiques pour reprendre le contrôle et les commandes de ta santé mentale. La première chose que j'ai apprise, et je la trouve vraiment pas évidente à appliquer, c'est d'arrêter de faire diversion. En fait, quand on est mal, que l'anxiété, elle monte, notre premier réflexe, c'est bien souvent d'aller allumer Netflix, de scroller sur le téléphone. En fait, on essaye simplement d'anesthésier une douleur en mettant notre cerveau en pause. Et malheureusement, avec le temps, j'ai fini par comprendre que ça ne fait que décaler le problème, malheureusement. Et ce que tu vas fuir sur le moment, en pensant que ça te fait du bien, ça va faire que grossir les problèmes dans l'ombre. Moi, pendant des années, j'ai utilisé mon téléphone comme bouclier. Il était en permanence, soit dans ma main, soit dans ma poche. C'est encore bien souvent le cas pour ne rien te cacher, mais vraiment, j'essaye aujourd'hui de prendre un peu de recul avec, de partir en balade sans prendre mon téléphone, de prendre un peu de distance avec. Apprendre à ne pas fuir son émotion, c'est vraiment capital pour aller mieux. Parce que plus tu vas la fuir en faisant diversion avec ton téléphone, en scrollant, etc., plus tu vas lui donner du poids sur le long terme. Donc mon conseil, prends l'habitude, surtout en fin de journée, ça fait vraiment la différence sur ton sommeil également, de poser ton téléphone et de revenir sur les émotions de ta journée. Tu peux allumer une bougie, prendre un temps pour faire une séance de respiration, comme je te le proposais juste là par exemple. Et si tu sens vraiment une boule dans ton ventre de stress, laisse-la être. Accueille-la. On a le droit de dire quand ça va pas, on a le droit d'être fatigué et on a aussi le droit de l'exprimer. Si tu as besoin de pleurer, je t'invite vraiment à le faire, à ne pas garder ça à l'intérieur de toi. Si tu as envie de crier, que tu te sens submergé, va crier dans un coussin. C'est un truc que je fais régulièrement et c'est hyper libérateur. Je rigole parce que ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est extrêmement libérateur. On a tendance à garder pour soi et en fait, vraiment en parler, c'est se libérer. Parce que pour moi, apprendre à dire non à certaines distractions plutôt néfastes, c'est dire oui à ce que tu ressens, c'est dire oui à ta santé mentale et ça me semble beaucoup plus sain. Alors pour réussir à accueillir mes émotions sans être submergée, un des outils que j'aime le plus et que je pratique depuis que j'ai 10 ans, c'est l'écriture. J'ai accumulé avec les années, je pense, des dizaines de carnets et on appelle ça aujourd'hui le journaling, mais pour moi, c'est surtout un moyen de sortir les poubelles de mon esprit. Je le fais aussi pour me souvenir, pour noter les choses qui ont marqué ma vie, etc. Mais je le fais vraiment pour me libérer du trop-plein d'émotions. Et dans les moments où je me sens au plus bas, j'ai vraiment la sensation d'être assaillie, d'être coincée dans un espèce de brouillard et tout se mélange et j'ai tendance à être en boucle sur des trucs négatifs. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais chez moi, c'est très marqué. Donc en posant les mots sur du papier, j'ai réalisé 2 choses. 1, on libère de la place. Une pensée qui est écrite, c'est une pensée que ton cerveau n'a plus besoin de retenir de toutes ses forces. Et ça fait un bien fou, ça permet vraiment de créer de l'espace dans ta tête. Et de 2, on gagne en clarté. Parfois, j'aime bien relire ce que je venais d'écrire, soit ce que je viens d'écrire directement, et je me dis « Ah, mais tiens, en fait, c'est ça qui me fait peur », ou bien c'est cet élément-là qui a déclenché cet état de nervosité ou de déprime, etc. En fait, ça me permet vraiment de prendre du recul, de voir la situation sous un autre angle, un peu comme si tu devenais observateur de toi-même. En gros, tu prends du recul et ça te permet d'analyser la situation sous un angle nouveau. Alors mon conseil ici, il est très simple, ne cherche pas forcément à faire de jolies phrases, même si bien sûr tu peux. Le but ici, c'est vraiment pas d'être lu, c'est de vider ton sac. Et vraiment, moi j'espère personnellement que personne ne tombera jamais sur mes carnets, parce qu'il y a des trucs, c'est pas joli à voir, mais c'est pas le but en fait. Le but c'est vraiment de me décharger, de mettre mes peurs loin de mon esprit, loin de moi, de m'exprimer sans filtre et sans retenue. Donc vraiment, je t'invite à écrire tes colères, à noter tes peurs les plus irrationnelles, tes doutes, à parler des gens qui t'énervent, des gens qui t'ont fait du mal, mais aussi des gens qui t'inspirent et qui te font du bien. Et vraiment, le but, personne ne te lira, c'est vraiment ton espace de liberté pour reprendre le pouvoir sur ta santé mentale. Et c'est justement grâce à l'écriture que j'ai compris le point le plus important de cette vidéo. C'est un peu le secret qui a radicalement changé mon rapport au TOC et à l'angoisse. Tu n'es pas tes pensées. Je répète, tu n'es pas tes pensées.
Quand on souffre de TOC ou d'anxiété forte, on a tendance à croire dur comme fer ce que notre cerveau nous raconte. C'est un peu comme si c'était une vérité absolue. Si une pensée terrifiante arrive dans ton esprit, eh ben, tu te dis immédiatement c'est une prémonition, c'est quelque chose qui va se passer et ça va être inévitable. Moi, j'ai mis des années à comprendre et à intégrer que notre cerveau, c'est surtout une machine à produire des scénarios. Parfois, ils sont catastrophiques et ils sont très sombres, mais bien souvent, c'est plutôt pour nous protéger. Ces pensées, en fait, elles sont que du bruit. Imagine devant toi des nuages qui passent dans le ciel. Il y a des nuages qui sont blancs, il y a des nuages qui sont menaçants, qui font peur, qui sont gris foncé, mais ils ne sont pas le ciel dans son intégralité. Toi, tu représentes le ciel dans son intégralité, dans cette métaphore, et tu peux vraiment observer la pensée, donc les nuages ici, passer sans t'y accrocher et sans lui donner de pouvoir. Et je trouve que c'est une libération immense de prendre ce pas de recul face à la situation. Un des éléments majeurs que mon parcours de vie m'a appris, c'est qu'on est très souvent notre propre bourreau. Quand on va mal, et même parfois d'ailleurs quand on va bien malheureusement, on se parle souvent avec une dureté qu'on n'oserait jamais employer avec quelqu'un d'autre. Et le souci avec ça, c'est que ça devient très rapidement une habitude et juste une façon de vivre. On se parle mal et on se tire vers le bas et ça devient un réflexe. Moi, dans ma vingtaine, la phrase que je me suis probablement le plus répétée et que je devais dire, je pense, 10 fois en 1 heure de thérapie chez mon psy, c'était « je suis nulle ». Je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est pas un discours qui fait du bien et que ça tire clairement vers le bas. Donc mon 4e apprentissage, ça a vraiment été la bienveillance radicale et j'ai vraiment envie de te partager ce point-là qui me semble capital dans cette vidéo. Essaye vraiment de changer le vocabulaire que tu emploies à ton égard. C'est capital pour avoir une santé mentale qui est saine et pour moi, c'est même le premier levier en réalité. Mon petit conseil, imagine simplement que ta meilleure amie vienne te voir avec la même souffrance que la tienne aujourd'hui, la même anxiété, les mêmes angoisses. Qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais c'est vrai que t'es une vraie merde, je trouve que tout ce que tu fais est naze et t'es vraiment nul? Ou est-ce qu'au contraire, bien sûr, tu la prendrais dans les bras, tu l'écouterais et tu la réconforterais? Dans ces cas-là, j'ai envie de te demander pourquoi tu ne le fais pas avec toi. Apprends vraiment à observer ton discours interne. Et dès que tu te surprends être dur avec toi-même ou te juger, change de ton. Parle-toi comme à quelqu'un que tu aimes profondément. Je trouve que c'est une belle façon de se respecter et de s'honorer. Et enfin, le dernier pilier pour reconstruire sa santé mentale, c'est de faire un point honnête sur ton énergie et d'être en mesure de la jauger, de voir ce qui te fait du bien ou pas. Quand on a un terrain anxieux, notre énergie, elle est particulièrement précieuse. On ne peut pas se permettre de la gaspiller. Donc apprendre à identifier ce qui te pompe de l'énergie, ça peut être des situations, ça peut être des personnes ou des habitudes. Parmi celles-là, lesquelles te font du bien, lesquelles te vident. Qu'est-ce qui te donne de la force? Qu'est-ce qui te rebooste? Moi, par exemple, ce qui me rebooste instantanément, c'est de passer du temps avec des animaux. Immédiatement, ma jauge d'énergie et de joie, elle monte au plafond et ça me fait vraiment énormément de bien. Alors, en toute transparence, ça va peut-être t'obliger à faire du tri dans tes relations, à arrêter certaines activités qui sont plus alignées avec tes besoins et ton énergie, mais crois-moi, tu te diras merci sans aucun doute. Savoir dire non à ce qui nous épuise, c'est savoir dire oui à sa propre santé mentale. Et il y a vraiment un point qui me semble essentiel également, c'est de remettre du sens dans tes journées. Fais vraiment des choses qui sont en accord avec tes valeurs à toi. Pas avec celles de la société, pas avec celles de tes amis ou de ta famille, tes valeurs à toi. Donc déjà, ça peut être bien de te poser la question, quelles sont tes valeurs ? Moi, par exemple, je suis végane depuis 10 ans. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Ça fait partie de mes valeurs les plus hautes. Et c'est vrai qu'à une période, je militais assez régulièrement pour la cause animale. Et c'est vrai que ces dernières années, je l'ai un peu moins fait. Donc cette année, j'ai vraiment décidé d'investir à nouveau plus de temps et plus d'énergie pour militer, pour aider les animaux, pour aider la cause animale, pour créer du lien entre les véganes et pour parler du véganisme et de la cause animale aux gens qui ne sont pas sensibilisés à tout ça. Et vraiment, ce sentiment d'être aligné sur le long terme, ça rend ta santé mentale solide. Donc prendre soin de sa santé, qu'elle soit physique ou mentale, c'est vraiment pas un luxe, c'est une nécessité. Donc j'espère vraiment que mon parcours et puis les clés que j'ai partagées un petit peu dans cette vidéo t'aideront à remettre les choses en priorité dans ta vie. N'oublie pas, tu n'es pas seul et tu n'es pas tes pensées. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces leçons a résonné le plus en toi, et on est là pour s'entraider, on est là pour échanger, donc n'hésite pas à me faire partager ton ressenti. Prends soin de toi et très belle journée. À bientôt.